L'Institut du Tout-Monde est honoré de dédier cette soirée à Christiane Taubira, à son immense combat pour la reconnaissance officielle de ce crime contre l'humanité tout entière que constitue l'esclavage colonial et tous les esclavages jusqu'à aujourd'hui. Christiane Taubira appartient à la lignée de ces femmes verticales de nos histoires, telles Lumina Sophie, Solitude, Harriet Tubman, Rosa Parks, John Trumpower Maloland, Angela Davis, Wangari Maathai, Malala Yousafzai, et de toutes celles qui ont porté chaque mémoire libérée qu'Édouard Glissant désignait comme le premier moment de toutes les mémoires rassemblées qui s'estiment au monde. Nous nous rejoignons ce soir pour commémorer ce jour du 10 mai, date qui nous apparaît ainsi comme une pierre que nous ajoutons avec d'autres au cairn des mémoires de chacun et de tous. Le 10 mai appelle tous les autres jours des abolitions et des résistances. Mais pour nous tous, aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de débattre des dommages ou des réparations du présent. Nous sommes ici rassemblés d'abord pour nommer les vraies héroïnes et héros de nos histoires, qui ont su résister à l'impensable rétablissement de l'esclavage le 20 mai 1802 par le premier consul Bonaparte. Nous sommes ici pour nommer certainement ce qui fut le premier chant, la première voix de ceux qui perdirent leur langue, leur regard et leur paysage, pour nommer ce moment dans la torpeur de l'histoire, ainsi désigné par Aimé Césaire, où les lointaines prophéties du chant se firent songline d'une nouvelle cartographie de la parole qui se saisit maintenant de son nom et qui redéploie la verticale d'un nouveau monde. Je remercie chaleureusement Greg Germain, qui a créé pour nous le Chaos Opéra que vous allez entendre. Avec tous les artistes qui se sont joints à nous ce soir, Marianne Mathéus, Sophie Bourrel, Stéphie Glissant, Roberto Jean, Victor Laszlo, Grégory Privat, Marie-Claude Botius, ainsi que le trio Mahagoni, et à Hugo Rousselin pour la coordination et les images de la soirée. Un salut particulier à Olivier Chaudançon et à toute l'équipe de la Maison de la Poésie qui nous accueille de nouveau cette année pour cet événement. Merci à tous qui nous écoutez et je passe la parole maintenant à Greg Germain. Merci. Nul lieu du monde. Bonsoir. Nous nous sommes appuyés pour cette première partie de ce Chaos Opéra sur le discours de Christiane Taubira qu'elle a prononcé à l'Assemblée en 2009. C'est une proposition de loi affirmant que la traite et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité. Elle était alors députée de Guyane. Cette loi s'est inscrite dans le cadre du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Elle met l'accent sur le devoir de mémoire. Christiane Taubira va décrire dans ce discours l'horreur de la traite, de l'esclavage, du commerce triangulaire et de l'économie de plantation. C'est à l'unanimité des 81 députés présents
que sera votée cette proposition de loi. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de Mme Christiane Taubira Delanon et plusieurs de ses collègues, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues, le sujet dont nous nous sommes emparés n'est pas un objet froid d'étude. Parce qu'il s'écoulera encore quelque temps avant que la paix et la sérénité ne viennent adoucir la blessure profonde qui irrigue une émotivité inassouvie. Parce qu'il peut être rude d'entendre décrire par le menu certains aspects de ce qui fut une tragédie longue et terrible. Parce que l'histoire n'est pas une science exacte, mais selon Fernand Braudel, toujours à recommencer, toujours se faisant, toujours se dépassant, et parce que, enfin, la République est un combat. Comme nous l'enseigne Pierre Nora, je propose, quoiqu'il ne soit pas d'usage de procéder ainsi, de convenir de ce que n'est pas ce rapport. Sur la terre des parias, un premier homme vint. Sur la terre des parias, un second homme vint. Sur la terre des parias, un troisième homme vint. Depuis, 3 fleuves coulent dans mes veines. Ce rapport n'est pas une thèse d'histoire. Il n'aspire à aucune exhaustivité. Il ne vise à trancher aucune querelle de chiffres. Il reprend les seules données qui ne font plus litige. Ce n'est pas le script d'un film d'horreur portant l'inventaire des chaînes, fers, carcans, entraves, menottes et fouets qui ont été conçus et perfectionnés pour déshumaniser. Il n'est pas non plus un acte d'accusation parce que la culpabilité n'est pas héréditaire et parce que nos intentions ne sont pas de revanche. Il n'est pas une requête en repentance, parce que nul n'aurait l'idée de demander un acte de contrition à la République laïque, dont les valeurs fondatrices nourrissent le refus de l'injustice. Il n'est pas un exercice cathartique, parce que les arrachements intimes nous imposent de tenaces pudeurs. Et il n'est pas non plus une profession de foi que nous avons, parce que nous avons encore à ciseler notre cri de foule. Pourtant, nous allons décrire le crime, l'œuvre d'oubli, le silence, et dire les raisons de donner nom et statut à cette abomination. Inde, ce fut ainsi par votre nom cloué sur la folie que commença la mer. Avait-elle pris forme ou pris naissance, dites-le, jusqu'à ce jour, quand les vieillards de ce côté que verdit le soleil se levèrent et dirent, balbutiant, « Où va le souffle sont les Indes ?» Ils priaient et faisaient l'anse de leur Dieu pour le planter sur la première grève. Puis ils partirent. Dès le début, l'entreprise fut marquée par la férocité. 15 années ont suffi pour faire totalement disparaître d'Haïti ses premiers habitants, les Amérindiens. Alors qu'on en dénombrait 11 millions le long des Amériques en 1519, il n'était plus que 2,5 millions à la fin du XVIe siècle. Elle fut rapidement justifiée. Elle relevait de la mission civilisatrice, visait à sauver des êtres sans âme, cherchait à assurer le rachat de certains. Elle était légitimée par la prétendue malédiction de Cham. Mais très vite, Césaire l'a démasqué. Le geste décisif est ici de l'aventurier et du pirate, de l'épicier en grand et de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit et de la force, avec, derrière,
l'ombre portée, maléfique, d'une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligée d'étendre à l'échelle du monde la concurrence de ses économies antagonistes. La traite et l'esclavage furent extrêmement violents. Les chiffres qui prétendent les résumer sont d'une extrême brutalité. Dès 1978, Jean Métas établit un bilan exhaustif de la traite et de l'esclavage pratiqués par la France. Elle apparaît comme la 3e puissance négrière européenne. Elle a donc pratiqué la traite, ce commerce, ce négoce, ce trafic, dont les seuls mobiles sont l'or, l'argent, les épices. Elle a été impliquée après d'autres, avec d'autres, dans l'esclavage, qui transforme l'homme en captif, qui en fait une bête de somme et la propriété d'un autre. Je suis la vieille anthropophage, travestie en société. Vois mes mains rouges de carnage, mon œil de luxure injecté. J'ai plus d'un coin dans mon repère plein de charognes et d'ossements. Viens les voir. J'ai mangé ton père et je mangerai tes enfants. Noir, qui a séjourné dans le droit français pendant près de 2 siècles, stipule que l'esclave est un meuble et que l'esclave affranchi doit un respect singulier à ses anciens maîtres, aux veuves et aux enfants. Le commerce triangulaire a duré 4 siècles, puisque les premiers navigateurs ont atteint le cap Bojador en 1416. Les premières razzias qui aient laissé des traces datent de 1441 sur le Rio de Oro. Il est vite apparu que les Amérindiens allaient être décimés de façon impitoyable par l'esclavage. Les mauvais traitements, le travail forcé, les épidémies, l'alcool, les guerres de résistance. Ce qui pétrifie dans l'expérience du déportement des Africains vers les Amériques, sans doute est-ce l'inconnu, affronté sans préparation ni défi. La première ténèbre fut de l'arrachement au pays quotidien, au Dieu protecteur, à la communauté tutélaire. Mais cela n'est rien encore. L'exil se supporte, même quand il foudroie. La deuxième nuit fut de torture, de la dégénérescence d'être, provenue de tant d'incroyables GM. Supposez 200 personnes entassées dans un espace qui à peine en eût pu contenir le tiers. Supposez le vomi, les chairs à vif, les poux en sarabande, les morts affalés, les agonisants croupis. Supposez, si vous le pouvez, l'ivresse rouge des montées sur le pont, la rampe à gravir, le soleil noir sur l'horizon, le vertige, cet éblouissement du ciel plaqué sur les vagues. 20, 30 millions déportés,
pendant 2 siècles et plus. L'usure, plus sempiternelle qu'une apocalypse. Mais cela n'est rien encore. Le terrifiant est du gouffre, 3 fois noué à l'inconnu. 15 à 30 millions de personnes, selon la large fourchette des historiens, femmes, enfants, hommes, ont subi la traite et l'esclavage. Et probablement au bas mot, 70 millions si nous retenons l'estimation qui établit que pour un esclave arrivé aux Amériques, 4 ou 5 ont péri dans les razzias, sur le trajet jusqu'à la côte, dans les maisons aux esclaves de Gorée, de Ouida, de Zanzibar et pendant la traversée. Mais le développement de l'économie de plantation en plein siècle des Lumières a nécessité l'ouverture de ce monopole. Les lettres patentes du 16 janvier 1716 ont autorisé les ports de Rouen, de Saint-Malo, de La Rochelle, de Nantes et de Bordeaux à pratiquer le commerce de la traite. Contre 20 livres par tête de noir introduits dans les îles et une exonération de la taxe à l'importation. Le régime fiscal était complété par des incitations en faveur des armateurs, des taxes sur l'affranchissement et des taxes sur les ports atlantiques. Cette violence et cette brutalité expliquent très probablement, pour une large part, le silence convergent des pouvoirs publics qui voulaient faire oublier et des descendants d'esclaves qui voulaient oublier. Pourtant, nous savons le partage des responsabilités, nous savons les complicités d'antan et nos défaillances d'après. Ils ont su si bien faire les choses qu'un jour nous avons nous-mêmes tout foutu en l'air, au que t'es déjà Léon Gontran Damas. Ils ont si bien su faire les choses, qu'un jour nous avons tout foutu de nous-mêmes, en l'air. Qu'ils aient si bien su faire les choses, qu'un jour nous ayons tout foutu de nous-mêmes en l'air. Il ne faudrait pourtant pas grand-chose, pour qu'un jour enfin tout aille. Il ne faudrait pourtant pas grand-chose, pas grand-chose. Nous sommes ici pour dire ce que sont la traite et l'esclavage. Pour rappeler que le siècle des Lumières a été marqué par une révolte contre la domination de l'Église, par la revendication des droits de l'homme, par une forte demande de démocratie. Mais pour rappeler aussi que pendant cette période, l'économie de plantation a été si florissante que le commerce triangulaire a connu son rythme maximal entre 1783 et 1791. Nous sommes là pour dire que si l'Afrique s'enlise dans le non-développement, c'est aussi parce que des générations de ses fils et de ses filles lui ont été arrachées. Que si la Martinique et la Guadeloupe sont dépendantes de l'économie du sucre, dépendantes de marchés protégés, si la Guyane a tant de difficultés à maîtriser ses richesses naturelles,
si la Réunion est forcée de commercer si loin de ses voisins, c'est le résultat direct de l'exclusif colonial. Que si la répartition des terres est aussi inéquitable, c'est la conséquence reproduite du régime d'habitation. Nous sommes là pour dire que la traite et l'esclavage furent et sont un crime contre l'humanité. Que les textes juridiques ou ecclésiastiques qui les ont autorisés, organisés, percutent la morale universelle. Qu'il est juste d'énoncer que c'est dans nos idéaux de justice, de fraternité et de solidarité que nous puisons les raisons de dire que le crime doit être qualifié et inscrit dans la loi. Parce que la loi seule dira la parole solennelle au nom du peuple français. Cette inscription dans la loi, cette parole forte, sans ambiguïté, cette parole officielle et durable, constitue une réparation symbolique. La première et sans doute la plus puissante de toutes. Mais elle induit une réparation politique, en prenant en considération les fondements inégalitaires des sociétés d'outre-mer liées à l'esclavage, notamment aux indemnisations en faveur des colons qui ont suivi l'abolition. Elle suppose également une réparation morale qui propulse en pleine lumière la chaîne de refus qui a été tissée par ceux qui ont résisté en Afrique, par les marrons qui ont conduit les formes de résistance dans toutes les colonies, par les villageois et les ouvriers français, par le combat politique et l'action des philosophes et des abolitionnistes. Elle suppose que cette réparation conjugue les efforts accomplis pour déraciner le racisme, pour dégager les racines des affrontements ethniques, pour affronter les injustices fabriquées. Elle suppose une réparation culturelle, notamment par la réhabilitation des lieux de mémoire. Le dialogue semble amorcé, avec 1000 précautions, comme font ceux qui savent que souvent les mots charrient beaucoup plus que ce qu'on leur confie. Avec des préliminaires attentifs, car nous savons que nous avons tant de choses à nous dire. Mais nous allons cheminer ensemble dans notre diversité, parce que nous sommes instruits de la certitude merveilleuse que si nous sommes si différents, c'est parce que les couleurs sont dans la vie, et que la vie est dans les couleurs, et que les cultures et les dessins, lorsqu'ils s'entrelacent, ont plus de vie et plus de flamboyance. Nous allons donc continuer à mêler nos dieux et nos saints. Nous allons partager le kachiri et le sweli, et nous allons implorer ensemble l'archange, Eshu, Gadou, Quetzalcoatl, Shiva et Mariéma. On sort en trombe, en nombre, on se déverse en pleine, en centaines, en millions, en milliards, en millièmes, de quelques simples gouttes à des marées humaines, des jaillissements d'aurore pour éclairer des emblèmes. Aux armes miraculeuses. On a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi, car il est partout, même en nous. On va mourir debout, parce qu'on a vécu à genoux.
trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. One day when I was walking along, oh yes, my Lord, the element opened and love came down. Oh yes, I never shall forget that day. Oh yes, my Lord, when Jesus washed my sins away. Oh yes, Lord, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I've seen. Oh, hallelujah. Glory, hallelujah. passer à la deuxième partie du spectacle qui concernera un nouveau livre qui vient de sortir qui s'appelle Manifeste. Et je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Nous allons d'abord vous proposer quelques témoignages. D'abord, la déclaration de Tozer, qui a été écrite après la rencontre d'Édouard Glissant, de Salah Trabelsi et de Abdelhamid Larguesh en 2009, lors du colloque de Tozer justement. Et 3 autres témoignages, extraits des livres de Marie-Josée Monzin, de Denetem Touambona et de Monique Arien-Carrère. La déclaration de Tozer. Nous, réunis sur le continent africain au colloque de Tozer, autour d'un thème longuement mis à l'ombre dans l'histoire du monde arabe, l'esclavage des Noirs dans un pays, la Tunisie, qui s'est préoccupé dès le milieu du XIXe siècle de la question pour enfin aboutir à son abolition en 1846. Et en résonance avec notre revendication persistante, avant et depuis la déclaration de 1998 sur les non-dits de nos histoires et ratifiée par l'ONU, nous réclamons à notre tour de condamner cet épisode dramatique de notre histoire, dont les plaies et les blessures ne sont pas encore définitivement guéries, comme une ignominie de l'histoire. Que cette trace reconnue et acceptée soit présente dans notre mémoire, dans nos livres d'histoire, portée dans la conscience de notre jeunesse pour une meilleure pensée du monde. Que la construction de notre identité s'affirme en revenant aux sources de notre diversité, inscrite aussi dans les souffrances de l'homme noir, d'où sont sortis art, métissage et liberté. La décolonisation de l'imaginaire de Marie-Josée Monzin. Ma mémoire d'enfant et d'adolescente en Algérie est peuplée d'images indélébiles qui restent ancrées au plus profond de moi-même. Les scènes ineffaçables auxquelles j'ai assisté, les mots et les phrases que j'ai entendus ont composé le premier lexique qui prétendait m'ouvrir la lecture du monde, le vocabulaire de son intelligibilité. Un monde de cris, de plaintes
et de murmures sombraient chaque soir dans la terreur silencieuse du couvre-feu. Je poussais subrepticement les volets pour regarder, dans la ville morte, les patrouilles de légionnaires prêtes à tirer au moindre bruit. J'ai vu tomber sous leurs balles, passer minuit, un jeune arabe imprudemment attardé. J'ai vomi sans rien dire. On a diagnostiqué une crise de foie. Avant même d'avoir pu saisir la figure d'une domination et d'avoir la compréhension d'un système, avant même d'avoir eu droit à la parole, j'ai été immergée dans une sorte de bain amniotique qui, quotidiennement, faisait de mon corps d'enfant un enjeu de conquête, un lieu de distinction cruelle, de privilèges et de honte, une chair soumise aux règles d'un appareil. Le système colonial nommait les corps, distribuait les places, hiérarchisait les droits, qualifiait et disqualifiait les odeurs et les saveurs, régulait les zones de contact et de répulsion, donnait tout pouvoir à la langue qu'il fallait parler, aux insultes comme aux compliments, aux grâces et aux disgrâces. Fugitif, où cours-tu? De Denetem Tuambona. Dans les fabriques et les moulins à sucre, dans les champs de canne et de coton, à l'insu des planteurs et des commandeurs, des itinéraires de fuite circulaient d'un esclave à l'autre sous la forme de chants codés, les songslines, ou itinéraires chantés. La ligne de chant du songsline était le prélude d'une ligne de fuite dont les subtiles ramifications couvraient un vaste territoire, depuis le delta tropical du Mississippi jusqu'aux froides rives du lac Ontario à la frontière du Canada. Cette voie d'évasion, abolitionniste, esclave et affranchie, l'appelait affectueusement l'Underground Railroad, la voie ferrée souterraine. Le Spiritual Go Down Moses fut d'ailleurs composé pour annoncer sa venue dans les plantations et ateliers. Parce qu'il suscita un véritable mouvement de migration, l'Underground Railway introduisit, dans le contexte des jeunes migrations des jeunes nations américaines, l'épineuse question du statut des minorités, ainsi que celle du droit d'asile. Au moment où en Europe, et en France en particulier, il est devenu quasiment impossible d'obtenir un statut de réfugié, ces questions sont toujours d'actualité. Face à la stigmatisation, à la criminalisation, à la répression croissante des migrants, et alors que les contrôles et ciblages administratifs, marketing, policiers ne cessent de proliférer, il nous faudrait peut-être réinventer des marronnages, réinventer des underground railroads, réinventer des subterfuges qui fassent fuir une société obsédée par l'étanchéité, l'immunité, la sécurité. Ce qu'il y a de fascinant dans ce mouvement de l'Underground Railway et qu'il faudrait creuser, c'est la façon dont la vieille figure de l'esclave fugitif et celle plus récente du réfugié s'y combinent étroitement, l'une éclairant l'autre et vice-versa. La plus célèbre conductrice fut Harriet Tubman, elle-même fugitive. Elle effectuera près de 20 voyages entre le sud des États-Unis et le Canada. La trace de Monique Arrien-Carrère. La citoyenne Arrien Antoinette, âgée de 18 ans, née et domiciliée à Casse-Pilote, fille de Octavie Arrien, inscrite précédemment au registre de matricule des esclaves sous le numéro 468, s'est présentée devant nous et a reçu les noms et prénoms de Arrien Antoinette, le 1er janvier 1849. Boum! Mes battements de cœur.
Mes battements de temps délaissent le fond de mon ventre, déchirent le voile de mon souffle, montent jusqu'à l'étouffement de ma gorge. L'écriture est là. Elle aspire les mémoires, les histoires, les imaginaires d'enfance, les secrets de famille enterrés, les mots chuchotés. L'écriture est là. Elle broie, avale, digère et crache la fulgurance du réel. Et le réel, c'est ça. Une porte s'est refermée sur l'existence de ma lignée paternelle, oubliée, occultée, des femmes qui ne m'ont transmis qu'un rien pour un nom, un rien. Des femmes esclaves, amarreuses de cannes, journalières puis servantes sur des habitations, des femmes illettrées, pauvres, réduites à leurs bras, à leur sexe, à leur ventre, à travailler et enfanter. Elles m'ont donné mon nom. Elles ont résisté au souffle barbare de l'esclavage, à l'ignominie de la colonisation. Des femmes fortes, des femmes potomitans. Il est temps de tracer les esquisses de visibilité, sortir de terre les noms oubliés. Pourquoi voudriez-vous absolument que je me nomme? Sous l'arc de mes os s'échappent des tracés. Et je n'ai pas choisi. Je suis d'ici. De roches éruptives, de volcans en sourdine, de sable noir paillettes d'argent, de sable doré éclat de nacre, de cette terre Lhasa. Ici dans pièce côté. Qui côté? Je suis d'ici. De larmes rompues, de ciel écarlate, de rêves inaboutis, d'histoires inachevées. La collaboration entre Patrick Chamoiseau et Édouard Glissant s'est étendue sur plusieurs années. Ce fameux « changer en échangeant sans me perdre ni me dénaturer » cher à Édouard Glissant, nous l'avons tous entendu. Mais ils l'ont tous les deux exploré, pratiqué, et se le sont appliqués. Le plus jeune admirant, mais questionnant sans cesse, n'hésitant pas à mettre en doute les affirmations et faisant son miel des colères feintes de l'aîné. Patrick Chamoiseau dit lui-même dans l'affectueuse révérence, un texte écrit après la mort d'Édouard, je cite, « Et les colères, les mauvaises foi, et l'amitié, et les indignations, et encore les colères, et toujours l'amitié, et surtout cette tendresse exigeante, flagellante et toute pleine d'oxygène, qui forçait le gibier, Chamoiseau, à conserver le cap, sans une flatterie, ni un seul compliment, avec juste la manière du commandeur sublime. » Ensemble, ils ont écrit plusieurs essais qui ont été rassemblés dans une publication, Manifeste, avec un avant-propos de Patrick Chamoiseau et une postface d'Edoui Plenel, un autre historique, un autre fils d'Édouard. Les quelques textes qui vont suivre sont tirés des 5 essais qui constituent ce livre Manifeste, que je vous engage à acheter et à lire. Aucune mémoire ne peut endiguer seule les retours de la barbarie. La mémoire de la Shoah a besoin de celle de l'esclavage, comme de toutes les autres. Et la pensée qui s'y dérobe insulte la pensée. Le moindre génocide minoré nous regarde fixement et menace d'autant les sociétés multi-transculturelles. Les grands héros des histoires nationales doivent maintenant assumer leur juste part de vertu et d'horreur. Car les mémoires sont aujourd'hui en face des vérités du monde. Et le vivre ensemble
se situe maintenant dans les équilibres des vérités du monde. C'est une rumeur de plusieurs siècles. Et c'est le chant des plaines de l'océan. Tac, 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 tac. Les coquillages sonores se frottent au crâne, aux eaux et aux boulets verdis, au fond de l'Atlantique. Il y a dans ces abysses des cimetières de bateaux négriers beaucoup de leurs marins. Les rapacités, les frontières violées, les drapeaux relevés et tombés du monde occidental, et qui constellent l'épais tapis des filles et des fils d'Afrique dont on faisait commerce. Ceux-là sont hors des nomenclatures, nul n'en connaît le nombre. Et sans doute au monde, avant et après ces traites, y eut-il combien d'autres gouffres ouverts sous toutes les latitudes et concernant combien de peuples? Mais ces Africains déportés ont défait les cloisonnements du monde. Eux aussi ont ouvert, à coups d'éclaboussures sanglantes, les espaces des Amériques. Ils sont entrés dans la puissance états-unienne, comme un de ses fondements, mais aussi comme un de ses manques, comme une puissance et comme un manque, et comme la plus précieuse des fragilités. Ils sont en nous. Ils sont aussi entrés alentour dans les histoires croisées des Amériques du Sud, du Brésil et de la Caraïbe, dans les pensées des archipels qui aujourd'hui délassent celles des continents. Ceux-ci sont impérieux et d'une seule vérité et se projettent en flèche. Les archipels sont fragiles, mais accordés aux multiples vérités du monde actuel. L'océan de la traite fut ainsi un continent obscur. La Caraïbe où s'implantèrent les plantations à esclaves en fut la traîne archipélique. Je continue de respirer l'écume de la mer qu'on me fit traverser. La nuit a disparu de ma mémoire, mais l'océan lui-même ne pourrait s'en souvenir. Pourtant, je n'oublie pas le premier pélican que j'aperçus. Les nuages hauts comme d'innocents témoins oculaires. Je n'ai pas oublié, je crois, mon rivage perdu, ni la langue de mes ancêtres. On m'a laissé ici, et c'est ici que j'ai vécu. C'est pour avoir travaillé dur que je suis née ici une seconde fois. Grande fut l'épopée mandingue qu'alors je tentais d'évoquer. Je me suis révoltée. Dans ce pays, on m'a frappé, nez contre terre, à coups de fouet. Mes rames ont fendu les eaux de toutes ces rivières. Sous son soleil, j'ai semé et j'ai récolté ce qu'on refusait à ma bouche. Je n'avais pour maison que la bâtisse des esclaves, construite avec les pierres apportées par mes mains, sans que je cesse de chanter au rythme naturel des oiseaux. Je me suis rebellée. Ce qui reste de ces anciens transbordés, ce limon des abysses, c'est tous les mondes anciens qui ont été broyés jusqu'à donner vrai lieu à une région nouvelle. Un monde avait laminé l'Afrique, les Afriques ont engrossé des mondes au loin. Cela manifeste et nous fait comprendre le tout-monde, donné en tous, valable pour tous, multiple dans sa totalité, qui se fonde sur cette rumeur des abysses. Ces miettes de vérité,
ces débris de certitude, les effondrements de l'unité première sous l'impact du grand crime, qui se sont trouvés embarqués dans les courants d'eau fond, qui étaient balayés au souffle des mêmes vents qui poussaient les bateaux négriers, se reconnaissent à présent dans ces métissages et ces mélanges, les heurts, alliances, illusions, chaos, aveuglement et clairvoyance, fixations anciennes, visions audacieuses, errance immobile, dans ce charivari, au tout monde. Tout cela est relation. Moi, j'étais intégré avant de venir ici. Donc il ne faut pas me fatiguer avec ces histoires-là. Je n'ai pas le temps. C'est même quoi, ça? Si chacun doit seulement rester attaché là où il est né, comme une chèvre qui reste là où elle peut brouter, eh ben, il fallait pas venir coloniser les gens. C'est vrai, il fallait pas venir chanter la France partout. L'intégration, c'est quand tu parles français. C'est bon, je suis dedans. Donc c'est bon. On m'a bien chicoté à l'école pour que je parle cette langue. Les parents étaient d'accord pour qu'on nous fouette. Il fallait parler français. Quand la règle en fer du maître faisait gonfler tes doigts, c'était le français qui entrait dans tes os. Quand la chicotte tombait sur ton dos comme la foudre, c'était le français qui pénétrait dans ta chair. Il est possible. Cette fièvre des imaginaires dont il faut vivre le sens ou l'insensé se trouve en relation. Si on ignore la relation, on la subit. Il n'y a pas de beauté dans les mémoires solitaires, les fondamentalismes, les histoires nationales sans partage, les épurations ethniques, la négation de l'autre, les expulsions d'émigrés, la certitude close. Pas plus de beauté dans l'essence raciale ou identitaire. Pas de beauté dans le capitalisme de production. Dans les hystéries de la finance, les folies du marché et de l'hyperconsommation. Le tout-monde est sensible à la chaleur des utopies, à l'oxygène d'un rêve, aux belles errances d'une poétique. Il nomme l'art et sa divination aux principes de nos politiques globales et de nos paroles partagées. Il nous met à même de pressentir cette nouvelle région du monde, où nous entrerons tous ensemble par tant de voies et de recours différents. Une infinité d'archipels qu'il nous faut habiter, non pas des chapelets d'îles, marchés communs ou alliances stratégiques, gîtes de capitalistes ou bancs de frettins financiers, mais des lieux qui se joignent par 1000 bords, se connaissent sans code, s'émeuvent par-delà les anciens impossibles. Des imaginaires qui font des rives et s'entrecroisent par-dessus les océans, au-dessus des frontières, dans le silence ou dans les mois des dieux, en plein travers des continents, dans les semailles d'îles, levant une géographie que nul ne dessinerait sans la perdre aussitôt. Le tout-monde est à vivre dans sa structure archipélique, seul moyen de s'en saisir sans pour autant le prendre. Nous savons que nos lieux sont incontournables. Nous ne pouvons les entourer de murailles, les interdire à l'autre, mais nous pouvons les échanger sans les perdre. Marcher de San Francisco à Carthagène des Indes et des campagnes de Trinidad aux fjords, ces blessures des côtes de Scandinavie. Nous pouvons faire belle escale en Islande et lire longuement les sagas ou écouter les contes des griots au large de Bamako. Nous ne faisons ni conquête, ni colonie, pas d'envahissement impudent. Nous jouons aux touristes pour mieux peindre l'en-dedans des pays et les gouffres du ciel. Et quand les lieux nous sont interdits, parce que leurs tenants sont racistes, intolérants,
partagée d'orgueil et de suffisance, et professionnelle de l'expulsion, nous pouvons tourner ces lieux dans nos imaginaires et les chanter, et les changer ainsi à distance. Si nous voulons sauver notre terre, il faut cesser de la tenir pour un objet qui serait nôtre. Je ne prétends pas vérité de parole. Je veux crier. Je veux accoucher des mots dans ma gorge que vous n'avez pas un seul entendu. Cherchez bien au fond de vous, là où tout est hérissé, si harassé. Alors vous tressaillez de cela même que vous n'entendez pas. Vous ne voyez donc pas que vous devenez transparent, plus que la chair de corosol quand on l'a battue. Je veux crier des mots dans vos boucans parcheminés que vous écoutez sans entendre et vous êtes aveuglés. Nommer les Afriques noires au cœur de toutes les urgences du tout-monde. Se rappeler les crimes subis. Instruire les histoires de leur déséquilibre. Réparer les outrages. Annuler les dettes. Ouvrir l'accès aux formations et aux savoirs. Instaurer en tout des pratiques équitables. Légiférer en tout contre les prédations. Nommer Un tribunal international pour juger les crimes économiques, financiers, car les émeutes de la faim, les émigrations hagardes, les désastres qui anéantissent les peuples ne sont jamais de génération spontanée. Il ne saurait y avoir de zone d'impunité ni de crimes innommés dans le tout-monde. entreprendre, Distribuer par une autorité mondiale entre les endroits d'abondance, à hauteur de leur emprise sur la richesse de la planète, les parts d'immigration à absorber, les charges de misère à assumer, les devoirs face aux afflux des catastrophes, que tous soient les servants de toutes les soifs et de toutes les famines. oser, La parole est la forme de respiration la plus aboutie dans son mariage avec la ruine. C'est pourquoi nulle puissance de dévastation n'a raison des langues créoles. D'ailleurs, si celles-ci venaient à s'incarner, elles iraient chantant. Désolation est le prénom de nos vertiges, amour, celui de nos torrents. L'océan Indien n'a aucun visage, ni corps levé, ni grande bouche, comme dans l'éclaté Caraïbe où s'ébouitent sûrement les couplets de colère. Les Amériques noires n'ont pas taillé la négritude à d'autres dimensions que la leur. Comme une plante qui ne sait plus s'épanouir ni au soleil ni même à l'eau, mais seulement à la présence d'une autre plante, ce silence offre ses abords aux noirs contours d'amples jambages. Le monde nous a ouvert ses complexités. Chacun est désormais un individu riche de plusieurs appartenances, sans pouvoir se réduire à l'une d'elles. Et aucune république ne pourra s'épanouir sans harmoniser les expressions de ces multi-appartenances. Dans les histoires des sociétés, aucun métissage n'a donné lieu à dégénérescence, des Gallo-Romains aux Brésiliens. Et pas une des créolisations survenues dans le monde n'a conduit à l'effacement pur et simple d'une de ses composantes. Il y a tant de présence dans une ronde de tambour, tellement de langues dans un chœur de reggae ou dans une phrase de Faulkner, tellement d'archipels dans une volée de jazz. Et combien d'énormes rires de libération, de jubilation, quand tout cela se rencontre.
Il plut. Des serpents sortirent des grands thuyas et des sapins cigus. Il pleuvait. Cyprès, peupliers, frênes et palmiers nains s'affaissèrent sous 5 jours de pluie sans vent. Le 8e jour, les tourterelles n'étaient visibles nulle part. Le 9e, même les salamandres avaient disparu. Les chiens avaient l'oreille basse et les yeux fixés entre leurs pattes. Les hommes ne pouvaient pas travailler. L'enchaînage était lent. Le petit déjeuner abandonné. Le pas de deux devint une lente traînasserie sur de l'herbe boueuse et un terrain peu sûr. Il fut décidé d'enfermer tout le monde dans les boîtes jusqu'à ce que cela s'arrête ou se lève et qu'un blanc puisse marcher sacrebleu sans noyer son fusil et les chiens arrêter de trembler. La chaîne fut désenfilée des 46 anneaux du meilleur fer forgé à la main de Géorgie. Il pleuvait. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar tree.
pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, so sweet and fresh. And then the sudden smell of burning flesh. Here's a fruit for the cross to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and bitter